Bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter et présenter ce thème de chirurgie vasculaire. Donc, le thème choisi, c'est un thème qui intéresse la plupart des médecins, surtout de première ligne et des urgences. Il intéresse aussi des spécialités encore plus pointues comme la chirurgie vasculaire périphérique, la chirurgie cardiovasculaire ou la cardiologie et la médecine vasculaire. Donc, ce qui est important ici aujourd'hui, c'est d'insister sur le diagnostic, le dépistage et la planification de la conduite à tenir des anévrismes de l'aorte abdominale sous-rénale. Donc, on a choisi la localisation sous-rénale des anévrismes de l'aorte parce que c'est la plus fréquente, son traitement est bien codifié et on a plusieurs ressources thérapeutiques devant cette pathologie. Donc, la définition, donc vous allez trouver plusieurs définitions, mais l'élément le plus important dans la définition, c'est la perte de parallélisme de la paroi vasculaire, ce qui différencie les anévrismes des autres, dirons pas de pathologies, mais des anomalies ou encore. Sur le plan anatomique, comme on a dit, donc on va choisir de traiter les anévrismes de l'aorte abdominale sous-rénale par opposition aux autres anévrismes, si on peut dire, thoraco-abdominaux, et dans les anévrismes de l'aorte abdominale, il y a aussi les anévrismes suprarénaux, pararénaux et juxtarénaux. Mais l'entité la plus fréquente et qu'on va traiter aujourd'hui, c'est surtout les anévrismes de l'aorte abdominale sous-rénale qui sont, comme on a dit tout à l'heure, les plus fréquents. Du point de vue épidémiologique, c'est la question bien sûr la plus fréquente. Et bien sûr, la prévalence elle augmente avec l'âge, comme toutes les pathologies vasculaires. Il y a une nette prédominance masculine par rapport à celle féminine et le risque de rupture, qui est la complication la plus fréquente et la plus redoutée de cette pathologie, est par contre plus important chez la femme. L'histoire naturelle de l'évolution des anévrismes de l'aorte abdominale non traitée, bien sûr, il est grevé de beaucoup de complications, surtout la rupture, qui est la complication majeure et laquelle tout le traitement est dédié pour l'éviter, bien sûr, et qui peut aller jusqu'à 6,5% de décès dans certaines séries. Les variantes anatomiques, il y a deux variantes principales qui sont à opposer. Ce n'est pas exactement les mêmes étiologies, mais sur le plan thérapeutique, c'est à peu près la même chose et le risque de rupture est différent. On a tout d'abord les anévrismes fusiformes qui ont une dilatation des deux parois et par opposition aux anévrismes saxiformes qu'on voit ici et dont le risque de rupture est plus important que les anévrismes fusiformes et généralement les anévrismes saxiformes ou saciformes, on prononce les deux, ils sont dus à une rupture d'une plaque ulcérée de la paroi ou une fragilisation d'une paroi par rapport à l'autre. Les étiologies et les facteurs de risque. La plupart des anévrismes de l'aorte abdominale sous-rénale sont dus à la pathologie athéroscléreuse. Bien sûr, on trouve le tabagisme qui est un fléau, surtout dans cette localisation athéroscléreuse, et l'HTA qui est bien sûr un facteur prédominant pour toutes les pathologies anévrismales. Les autres pathologies qu'on voit rarement, mais c'est surtout les pathologies dystrophiques, notamment les maladies de Marfan ou par exemple, chez nous en Tunisie, on a beaucoup de maladies de B7 et on voit beaucoup d'anévrismes d'origine inflammatoire. Reste les anévrismes mycotiques qui sont vraiment rares ou les anévrismes après dissection de l'aorte abdominale. Sur le plan clinique, bon, il y a plusieurs tableaux cliniques. L'important, c'est d'essayer de les dépister quand ils sont surtout asymptomatiques. Par exemple, la palpation de l'abdomen chez tout patient, surtout athéroscléraux, est très importante
elle peut dépister un anévrisme jusqu'à l'asymptomatique. Pour la taille, je ne donne pas beaucoup d'importance à la taille parce que à la palpation, ça dépend de la taille du patient, du gabarit du patient, de la surface corporelle. Parfois, on a des malades obèses, c'est qu'on on peut pas palper l'anévrisme. Bon, pour les patients maigres, on peut même voir, comme sur cette image, l'anévrisme à vue d'œil. Pour les anévrismes de grande taille, bien sûr, même s'ils sont asymptomatiques, ils sont facilement palpables. Les anévrismes compliqués, les complications majeures, comme on a dit, c'est la rupture, mais les autres complications, ce sont par exemple la compression des organes de voisinage ou une autre complication devant toute ischémie aiguë. Il faut penser à l'origine embolique à partir d'un anévrisme, ce n'est pas l'origine embolique à partir de structures cardiaques, mais on appelle ça l'origine embolique vasculaire. Et l'origine embolique cardiaque et l'origine embolique vasculaire. Les anévrismes rompus, alors là, c'est un autre tableau, c'est un tableau brillant, c'est l'état de choc hémorragique, c'est des douleurs brutales ou récemment aggravées et distension abdominale, et ça rentre dans le cadre des états de choc. On voit ici un exemple de rupture rétropéritonéale, bien sûr, c'est la plus fréquente parce que l'aorte elle est du siège rétropéritonéal. On voit ici en péropératoire l'aspect de l'hématome rétropéritonéal. Ici, l'abdomen est ouvert, il n'y a pas d'hémorragie parce que c'est rétropéritonéal. Une fois qu'on va ouvrir le rétropéritonéal, on va trouver l'hématome et tout le sang qui est stocké en rétropéritonéal. Pour la rupture intrapéritonéale, elle est vraiment cataclysmique, elle est généralement un tableau dramatique. Les patients n'arrivent généralement pas au bloc opératoire parce que quand c'est rempli dans l'abdomen, comme dans ce cas, c'est plusieurs litres de sang qui sont vidés dans l'abdomen, ils ne sont pas contenus par le rétropéritoine comme dans l'autre localisation. Les autres ruptures sont les ruptures dans les organes de voisinage. Après la compression, on peut aller même jusqu'à la rupture la plus fréquente. C'est les tubes digestifs, bien sûr, la proximité du duodénum, D3, D4. Et on peut avoir des hémorragies digestives massives avec un état de choc hémorragique. Ou encore, les ruptures qui sont plus rares, c'est les ruptures dans la veine cave ou dans les veines iliaques. Dans ce cas, on va avoir un tableau d'insuffisance cardiaque à cause d'une fistule artério-veineuse à très haut débit. Maintenant, sur le plan exploration, une fois le diagnostic expecté, bien sûr, le premier examen, le plus facile, c'est l'échographie abdominale. D'ailleurs, c'est un examen de dépistage aussi qui sert à dépister les localisations anévrismales. Et dans toute échographie abdominale, bien sûr, le radiologue, automatiquement, il explore l'aorte et cherche un éventuel anévrisme. Mais l'examen de référence, c'est l'examen clé, c'est lui qui va bien sûr non pas faire le diagnostic positif, mais généralement on a le diagnostic positif à l'échographie, mais c'est lui qui va mesurer l'étendue de l'anévrisme, son diamètre qui est le plus important, et sa localisation anatomique, son extension, et surtout c'est grâce à lui qu'on va discuter éventuellement l'indication d'une intervention, que ce soit à ciel ouvert ou endovasculaire. On voit ici quelques images. Donc, ici, bien sûr, la reconstruction, mais le plus important, c'est les coupes. C'est grâce à ces coupes qu'on va mesurer que ce soit le diamètre antéro-postérieur ou le diamètre transversal. Et on va avoir les signes d'éventuelles complications comme les fissurations ou des éventuelles hémorragies. L'IRM, quant à lui, est intéressant, mais dans certains cas, seulement en cas d'insuffisance rénale, par exemple, ou en cas de refaire plusieurs imagerie, donc il vaut mieux refaire l'IRM que faire l'angioscanner avec ces risques d'insuffisance rénale. Le dépistage, j'insiste beaucoup sur le dépistage parce que c'est une pathologie qui n'est pas grave si on la diagnostique à temps. Le diagnostic est facile, la prise en charge est bien codifiée et les résultats sont excellents, mais il faut bien sûr un diagnostic précoce. C'est le dépistage qui peut aider à diminuer le risque, bien sûr, de voir des complications et bien sûr le risque opératoire si on arrive à dépister les bons cas et à les prendre en charge, les surveiller et éventuellement les opérer à temps.
L'échographie abdominale, c'est un examen facile qui est faisable, qui est reproductible, qui peut être répété pour la surveillance et bien sûr chez les sujets athéroscléreux ou à risque ou à partir d'un certain âge comme certaines recommandations, il est préférable de faire l'échographie d'une patient répétée, surtout si, même si on trouve un petit anévrisme ou une petite dilatation de l'aorte, refaire chaque 6 mois une échographie pour surveiller l'évolution de l'anévrisme et éventuellement intervenir à temps. On arrive maintenant à la prise en charge thérapeutique. Bien sûr, le but ultime et unique, c'est de mettre à l'abri des complications et surtout, comme on a dit, la complication majeure qui est la rupture. On distingue ici pour les anévrismes, ce qui est très important, pas comme d'autres pathologies. Dans les anévrismes de l'aorte abdominale, on distingue deux entités, les anévrismes asymptomatiques et les anévrismes symptomatiques. Pour les anévrismes asymptomatiques, on va regarder la taille, le diamètre de l'anévrisme et éventuels signes d'instabilité sur l'imagerie. En cas d'un petit anévrisme qui ne dépasse pas les 55 mm, donc c'est la barre de 55, c'est une surveillance échographique ou parfois, ça dépend de la disponibilité du scanner, de la tolérance du patient, des chiffres de créate. Il y a ceux qui préconisent une surveillance angioscanographique parce que, bien sûr, l'angioscan, c'est lui qui va donner la taille exacte. Il est mieux précis que l'échographie. L'échographie, on peut l'utiliser dans les petites tailles, par exemple, jusqu'à 4, maximum 5 cm. Puis, il vaut mieux, je crois, passer le relais à l'angioscan qui va nous donner une idée vraiment millimétrique sur le diamètre et surtout c'est l'évolution de la taille de l'anévrisme et la progression. Pour les anévrismes asymptomatiques, bien sûr, maintenant la question quand intervenir. Pour les petits anévrismes qui ne dépassent pas les 5,5 cm, le traitement conservateur médical, comme on a dit, et surtout j'insiste encore sur la prévention, le contrôle des facteurs de risque et le gold standard. Quant au traitement radical, que ce soit endovasculaire ou chirurgical et ciel ouvert, il est indiqué maintenant selon la progression, c'est-à-dire la vitesse de croissance. On a fixé comme taille une croissance qui dépasse le 1 cm par an ou 0,5 cm tous les 6 mois si on va refaire les examens tous les 6 mois. Ou bien sûr, ça ne se discute pas si l'anévrisme devient symptomatique. Donc ça, on va rentrer dans les indications des anévrismes symptomatiques. Les indications. Comme on a dit, donc, pour les anévrismes asymptomatiques, le diamètre moyen à considérer est 55 mm. Pour les femmes, on descend encore un peu, on est à 50 mm. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, les hommes généralement ont une taille plus grande que les femmes et il y a certains qui cherchent à fixer une taille selon la surface corporelle, comme dans les anévrismes de l'aorte ascendante. Pour les patients symptomatiques, bien sûr, on ne discute pas, c'est une indication opératoire, quelle que soit la taille. On a même opéré des anévrismes à 3 cm, mais qui sont symptomatiques. Et bien sûr, pour les anévrismes rompus, c'est directement au bloc opératoire et rapidement. Donc maintenant, on va voir si on a un patient qui vient à froid, on a eu le temps de l'explorer, de le préparer pour ce qui est de bilan général, le bilan de sa maladie athéroscléreuse, surtout les localisations coronaires. Qu'est-ce qu'on va faire? On commence par le gold standard, c'est la chirurgie à ciel ouvert. Bon, ici, on voit une image d'un anévrisme avant la cure. Ici, c'est le collet supérieur, c'est-à-dire l'aorte normale en amont. Et ici, les deux iliaques, bien sûr, on a remplacé par une prothèse. On va encore voir quelques images. Les indications, bien sûr, elle est proposée. Il faut voir l'âge du patient, les tares associées, l'âge physiologique, comme on dit. Si, bien sûr, c'est un bon patient, bon candidat pour une intervention. Sinon, si c'est un patient grabataire avec beaucoup de comorbidité ou une euplasie, il vaut mieux, dans ce cas, ne pas le toucher. Pour l'abdomen, c'est très important de voir l'abdomen. Il y a des abdomens qui sont multi-opérés, des abdomens avec des fibroses rétropéritonéales. On regarde ici les difficultés chirurgicales et non pas les difficultés de prise en charge globale du patient sur le plan anesthésique général. Et bien sûr, il vaut mieux
avoir des patients qui ne sont pas à très haut risque opératoire, notamment, comme on dit, la comorbidité et le risque anesthésique. Donc, la chirurgie cellulaire qui est considérée comme une intervention à haut risque, bien sûr, c'est une laparotomie tout d'abord, avec son risque cardiaque et respiratoire, risque thoracique en général, et bien sûr avec le risque de clombage vasculaire et de saignement et de chirurgie vasculaire en général. Donc, le risque de décès ou de morbimortalité, si on veut dire, il peut atteindre même 5% dans les 3 jours, donc c'est le risque immédiat dans les 30 jours. Et pour ça, il faut bien sûr optimiser tous les facteurs de risque du patient, le diabète, l'HTA, arrêter le tabac, le préparer sur le plan surtout respiratoire, parce que ces malades font beaucoup de complications respiratoires post-opératoires, que ce soit à cause du tabagisme ou des PCO, ou encore à cause de la laparotomie. Donc, bien sûr, il faut essayer de chercher s'il y a un engorge, s'il y a une pathologie coronaro-sous-jacente silencieuse. On arrive parfois même à détecter des coronaropathies silencieuses et on a même opéré des patients sur le cœur, on a fait des pontages cornéens et secondairement, on s'est résolu à traiter l'anévrisme dans un deuxième temps. Donc, sur le traitement médical et la préparation, bien sûr, les statines, comme tout athérosclérose, les statines, l'aspégique, le clopix, bien sûr, l'antibioprophylaxie, et surtout, j'insiste sur un petit problème qui paraît pas important, mais qui est très important en post-opératoire, c'est l'analgésie par péridurale qui devra être considérée en péri-opératoire parce qu'elle diminue beaucoup les douleurs post-opératoires et elle permet une meilleure prise en charge pour le patient en post-opératoire, surtout sur le plan douleur abdominale, ce qui va améliorer même la fonction respiratoire post-opératoire. La chirurgie conventionnelle, donc petite historique, donc le premier cas réussi, bien sûr, on parle des cas réussis, c'est le grand chirurgien français Charles Dubost en 1952. Il était, je crois, à l'hôpital Broussais. C'est le patron du professeur Alain Carpentier, c'est un grand chirurgien cardiaque. La chirurgie ouverte, bien sûr, elle se fait sous anesthésie générale et une incision abdominale sous-xipho-pubienne. Voilà la voie d'abord. Bon, je vais passer rapidement pour ces techniques opératoires. Il y a qui utilisent une autre voie latérale, mais la voie la plus utilisée, c'est la sous-xipho-pubienne, que ce soit longue ou un peu moins étendue. L'installation donc du patient, dans les deux cas, que ce soit en décubitus dorsal ou en décubitus latéral avec une thoracotomie dans certains cas, mais reste toujours la laparotomie, c'est dans 99% la plus utilisée. La voie d'abord donc, une fois on a fait la laparotomie, on a ouvert le rétropétrin, on va trouver bien sûr l'anévrisme, que ce soit étendu aux iliaques ou localisé à l'aorte surrénale. Bien sûr, on va disséquer la veine rénale gauche et bien sûr pour pouvoir accéder à un clompage un peu plus haut si l'anévrisme s'étend jusqu'aux artères rénales, par exemple. Le geste chirurgical, le principe de tout anévrisme, c'est une mise à plat greffe. Mise à plat, on ouvre l'anévrisme, bien sûr, donc on va faire l'hémostase. Il y a toujours des collatérales, des petits collatérales ici. Pour l'aorte, c'est le lombaire qu'on va suturer et on va remplacer ce segment de l'aorte par une prothèse endacron, une prothèse droite, si bien sûr l'anévrisme touche l'aorte abdominale surrénale, et elle peut être bifurquée s'il y a des lésions iliaques, et dans ce cas on voit l'image comme la première image qu'on a vue. Il y a certains cas particuliers d'anévrisme infecté ou infectieux. Dans ce cas, il ne faut pas utiliser des prothèses. Il y a d'autres substituts qu'on essaie d'utiliser, par exemple les allogreffes, certaines équipes font comment dire, ils confectionnent à partir des veines fémorales des conduits, ou dans ce cas, il vaut mieux exclure l'anévrisme et faire des pontages, une revascularisation extra-anatomique des membres inférieurs à partir de la sous-clavière et ne pas mettre de prothèse dans ce site qui est infecté. Bon, les complications post-opératoires
On va parler des complications spécifiques, à part les autres complications, bien sûr l'hémorragie, les ischémies des membres inférieurs après tout pontage vasculaire. Le plus grave et le plus important à éviter, c'est l'ischémie colique. Ça se voit surtout, pourquoi dans les anévrismes rompues? Parce que l'hématome, il va disséquer le rétropéritonéen, il va condamner toutes les collatéralités, les petites collatéralités qui servaient à vasculariser le côlon. Dans ce cas, bien sûr, il vaut mieux le diagnostiquer le plus précoce possible par une coloscopie, sinon c'est l'infarctus et c'est des malades qui ne survivent pas. Bien sûr, le syndrome compartimental qui est défini par l'association d'une nouvelle dysfonction ou insuffisance d'organes et une hypertension intra-abdominale supérieure à 20 mm de mercure. Les autres complications maintenant tardives, bien sûr, comme toute prothèse, elle peut bien sûr se thromboser, quoique c'est rare dans une localisation aortique, mais il y a les faux anévrismes sur les sutures. Surtout qu'on craint le plus, c'est les infections avec des fistules prothético-digestives. Parfois, la prothèse, elle peut éroder le duodénum et être à l'origine même de complications hémorragiques. Et dans ce cas, il faut réintervenir et enlever tout le matériel prothétique. Bien sûr, les complications de la paroi, c'est les éventurations ou d'autres complications sexuelles. La dysfonction érectile, elle est due surtout à la dissection au niveau de la bifurcation de l'aorte, au niveau du deux iliaques. Dans la fourche aortique, il y a tout ce qui est nerveux qui passe par là. On passe maintenant au traitement endovasculaire. On a vu que le traitement chirurgical, il est lourd, il y a beaucoup de complications, mais c'est un traitement qui est bien maîtrisé, qui est bien codifié, et il y a des protocoles bien définis pour faire ce traitement. Dans les autres cas, on a le choix avec un traitement endovasculaire. Pour les traitements endovasculaires, l'historique, bien sûr, c'est encore plus récent. On peut imaginer par M. Parodi, et bon, pour donner raison à tout le monde, M. Parodi était en Argentine, M. Volodos en Russie, dans les années 90. Le traitement, il consiste à quoi? Il consiste à exclure l'anévrisme d'une façon endovasculaire. On va faire introduire une prothèse dans la lumière de l'anévrisme et puis la déployer comme ça pour exclure l'anévrisme. Ça, c'est schématique. Mais il y a des critères, bien sûr, pour faire cette chirurgie. On appelle ça chirurgie endovasculaire. Il y a des contraintes anatomiques. Le collet proximal et le collet distal, la bifurcation et les axillaires. Pourquoi? Parce que cette endoprothèse, elle va s'appuyer sur la paroi aortique. Donc, on doit avoir un collet supérieur où elle s'implante qui a un diamètre bien précis, une longueur précise, l'absence de calcification, ou un thrombus sur au moins de 50%, des pores parallèles, une angulation de moins 90, une bifurcation aortique supérieure, un diamètre supérieur à 20 mm en cas d'endoprothèse bifurquée, il y a des conditions de l'axe iliaque. Donc, tout ça, c'est des détails techniques, mais pour vous dire qu'il y a beaucoup de contraintes pour faire le traitement endovasculaire. Bien sûr, avant de faire le traitement endovasculaire, il y a un sizing, parce qu'il n'y a pas d'endoprothèse standard. À chacun son endoprothèse. Il faut voir la taille, le diamètre, la longueur, les angulations et tout ça. Donc, c'est un traitement, c'est vrai qu'il paraît plus facile, mais qu'il y a beaucoup de contraintes, que ce soit de taille, d'anatomie, c'est très précis, vraiment, c'est pas facile. C'est pourquoi il n'est pas toujours disponible en urgence. Donc, c'est la grande défaillance du traitement endovasculaire, c'est l'absence de disponibilité en urgence. Donc, les étapes de ce traitement. Généralement, on le fait sous anesthésie générale, mais parfois, on peut le faire sous local. C'est l'accès par voie fémorale, par l'escarpa. Donc, on peut aborder l'escarpa sous anesthésie locale, bien sûr sous hépaline, et on va cathétériser l'aorte surrénale. Donc, on va faire monter le guide et bien sûr, on va faire les mensurations, s'il y a une prothèse bifurquée et bien sûr, on repère les artères rénales parce que c'est toujours le repère pour déployer une endoprothèse au niveau de l'aorte abdominale surrénale. Voici schématiquement comment on fait. Donc, on fait monter le guide, puis on va monter l'endoprothèse
principal qu'on va déployer, et puis il y a le deuxième jambage qu'on va introduire de l'autre côté qui va s'appuyer sur la première prothèse. Ici, il y a un autre exemple aussi de l'endoprothèse. Voilà schématiquement sur un angioscanner le pré-op et le post-op. Ici, c'est une prothèse bifurquée parce qu'il y a un anévrisme de l'artère iliaque gauche qu'il fallait traiter en même temps. Donc, on fait un jambage, on appelle ça un jambage dans l'artère iliaque gauche. Les avantages, bien sûr, les avantages de l'absence de chirurgie, pas de laparotomie, pas de clopage aortique, pas de saignement, une durée de solution de loin plus courte, mais le grand inconvénient, c'est les endophytes. Qu'est-ce que c'est les endophytes? Nous, on va mettre l'endoprothèse à l'intérieur de la lumière. Donc, schématiquement, c'est l'absence d'étanchéité totale au niveau de la prothèse. Parce que le sang, quand il vient de la l'aorte, bien sûr, il va dans l'endoprothèse, mais il peut passer à côté. On n'a pas suturé ici comme chirurgicalement. Il n'y a pas de saignement, c'est étanche. Donc, ça peut passer dans la poche anévrismale, qui peut rester perméable. Il y a plusieurs, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, plusieurs types d'endophytes, de 1 jusqu'à 5, et certains types nous conduisent à remettre une autre endoprothèse et à refaire la manœuvre et mettre une deuxième endoprothèse qui va coûter encore plus et peut compliquer les choses. Les résultats du traitement endovasculaire, bon, ils sont probants, mais je veux insister sur quelque chose, c'est que cet avantage sur la mortalité et les complications, il disparaît à 4 ans. Donc, c'est un avantage immédiat, c'est vrai, mais à court et même à long terme, c'est la chirurgie qui gagne la partie et qui donne de meilleurs résultats. Donc, comment choisir à la fin entre une chirurgie ouverte et une endoprothèse? Bien sûr, il y a des considérations anatomiques. Par exemple, ici, on a un anévrisme qui est favorable à une endoprothèse parce qu'il y a un collet supérieur qui est assez lent. Ici, il est juxtarénal, on ne peut pas mettre endoprothèse, quoique techniquement, ils sont en train de chercher dans cette voie. Pour conclure maintenant, les anévrismes de l'aorte abdominale, bien sûr, sont les plus fréquents. Le diagnostic, il est facile, vraiment facile. Un examen clinique bien pratiqué peut nous faire le diagnostic. Les techniques d'imagerie, ils vont compléter ce diagnostic. C'est surtout un diagnostic topographique. Et il faut essayer de dépister le plus tôt possible cette pathologie parce que la mortalité, surtout des formes rompues, elle est très très importante, qui peut arriver jusqu'à 90%, même dans les meilleurs centres du monde. Et je vous remercie pour votre attention.